Pour la deuxième communication, nous accueillons Léa de Truchy, qui est docteur en art du spectacle, qui était sous la direction de Philippe Boudard à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Sa thèse s'intitulait Discours et pratiques dans le champ du cirque contemporain en France, identité et artistique d'une génération en quête de légitimité. Elle interroge l'identité du cirque contemporain en France à travers les liens entre discours et pratiques et le langage employé par ses acteurs, qu'ils soient artistes ou responsables d'institutions, pour se définir et se reconnaître. Léa de Truchy pratique le cirque amateur depuis toujours, et pour aller à la rencontre des artistes de cirque, elle fait ses recherches en parcourant la France de festival en festival, en tant que bénévole ou en tant que stagiaire avec La Brèche à Cherbourg, la Verrerie d'Alès et Occitanie fait son cirque en avion, mais aussi avec la compagnie Acco Réacro. Pour cette communication, qui va donc porter sur l'histoire du cirque, entre censure, canon esthétique et liberté transgressive. Merci, merci, et puis merci aux organisateurs d'avoir proposé un colloque si riche. Vraiment, ça fait 2 jours que j'ai le cerveau qui pétille parce que même si le cirque n'est pas beaucoup étudié à l'université, tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui faisait vraiment très souvent écho à tout ce qui se passe aussi sur la scène et sur la piste de cirque. Alors, le cirque, c'est un art de la monstration du corps. Et donc, nécessairement, il est aux prises de la censure et de l'encadrement de l'image des corps. Je vais faire un petit récapitulatif de la naissance du cirque pour qu'on soit à peu près tous sur les mêmes bases quand je parle de certaines choses. Donc, le cirque, c'est un art du spectacle qui est né dans les années 1770. Les pratiques acrobatiques sont bien antérieures et on en retrouve des traces dans toutes les civilisations. Mais le cirque, tel qu'il est né en Europe, en tant qu'art, avec ses codes de représentation précis, date de la deuxième partie du XVIIIe siècle. C'est un art du spectacle, oui, mais c'est aussi tout un phénomène culturel qui est issu, notamment, on a parlé par exemple des zoos humains, des expositions et des foires publiques. Donc évidemment, l'imaginaire des corps de cirque et donc leur altérité est bien alimenté par les différents phénomènes de société dont il est issu bien avant donc sa mise en place et son explosion de popularité. Donc le cirque est né en Angleterre. On date le premier spectacle en 1768 avec Philippe Astley, qui est le premier à faire une parade, à haranguer et rameuter le public pour pouvoir présenter une succession de numéros de présentations équestres et de postures militaires dans un cercle. Voilà, ça c'est à peu près la première fois qu'on parle de cirque, même si le mot lui-même n'existe pas, c'est lui le premier à proposer cette forme-là qui fera la postérité du cirque. Alors c'est un succès immédiat et Astley se développe très rapidement en créant par exemple un lieu spécifique plutôt que de se reproduire dans la rue. Donc il crée l'Amphitheatre Riding House, toujours pas cirque. C'est le premier en son genre et beaucoup d'autres suivent son exemple. Et le premier à parler de cirque, c'est son antagoniste, Charles Hughes. C'est un ancien écuyer de Astley qui a fini par devenir indépendant. Et il ouvre le Royal Circus Equestrian Academy à Londres en 1782, donc 10 ans après les premiers spectacles de cirque. À l'époque, on ne parle pas de cirque. Le cirque, ça représente juste le lieu. On parle de théâtre équestre. Et on reviendra sur cette expression plus tard parce que c'est extrêmement important sur l'histoire du cirque. Alors, c'est extrêmement important aussi de parler de ces lieux parce qu'en fait, tout le temps, on parle de chapiteaux quand on parle de cirque. Or, le cirque naît dans des lieux en dur. C'est-à-dire qu'au début, ce sont des lieux en bois, mais très vite, le bois, on ne peut pas trop le chauffer l'hiver, sous peine de brûler assez fréquemment. Donc, on finit par proposer des cirques en pierre, dont on a le premier, le cirque d'hiver qu'on peut trouver au Fil du Calvaire à Paris. Ça s'appelle à l'époque le cirque Napoléon. C'est le premier qui a été créé, donc le plus vieux et celui qui a le mieux survécu. Il est créé en 1852 et il fleurissent un peu partout en Europe. Donc vraiment, en Europe, le principe du cirque, c'est un spectacle comme les autres, c'est-à-dire on va au cirque, on va au théâtre dans les villes, et ce n'est pas du tout un principe sous chapiteau. Le chapiteau, il se développe aux États-Unis, donc c'est vraiment une forme économique américaine, et ça se développe aux États-Unis tout simplement parce que les populations étant mobiles en pleine conquête vers l'ouest, les gens de cirque vont finir par suivre
les populations et donc se déplacent au gré des chemins de fer pour pouvoir aller à la rencontre de ces populations qui se déplacent sur un continent immense. Donc, en Europe et en France, on a un principe d'un lieu de spectacle exactement comme les théâtres, et aux États-Unis, on a les chapiteaux qui développent une économie extrêmement particulière du divertissement. Voilà pour le petit topo, on va dire, pour se débarrasser de certains clichés, pour bien comprendre les rapports sociaux en fait, qui sont à l'œuvre. Toute l'histoire du cirque, c'est un constant va-et-vient entre le reflet fidèle des codes sociaux et le lieu de l'extraordinaire et du détournement des codes. Le cirque est autant un sujet de censure qu'il est un promoteur de la norme en tant que divertissement populaire. Donc cette idée, elle est particulièrement valable entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, mais c'est encore un peu le cas aujourd'hui. On parle de cirque contemporain, mais bon, alors toujours en comparaison évidemment avec le cirque moderne, en disant un petit peu, bon, voilà, on a un cirque nouveau par rapport à une certaine tradition. Donc l'antagonisme tout à fait récurrent des nouveaux contre les anciens. Mais finalement, ce va-et-vient entre censure et transgression est en fait toujours un peu à l'œuvre aujourd'hui. Et donc, tout l'enjeu de cette communication, c'est de retracer cette histoire entre censure et transgression pour voir quelles sont les résonances qu'il y a encore aujourd'hui. Donc, je vais d'abord parler des phénomènes de censure qui ont ponctué et marqué l'identité du cirque. Ensuite, je vais parler du système de normativisation des corps qui existent dans les représentations de cirque. Et enfin, je vais montrer combien ces normes, malgré tout, sont dépassées et transgressées sur la scène ou sur la piste. La première censure, qui est un peu à l'origine de la spécificité du cirque, c'est une censure qui est tout à fait économique et politique. Alors, on peut le lire particulièrement dans un détail très bien détaillé de Caroline Hodac, H-O-D-A-K, pour les plus intéressés, qui écrit un livre sur le théâtre, du théâtre équestre au cirque, Le cheval au cœur des savoirs et des loisirs de 1760 à 1860. Et elle explique extrêmement bien ce passage du théâtre équestre au cirque, parce qu'en fait, Philippe Astley et Charles Hughes, au moment où ils font leur spectacle de cirque, ont une sorte d'émulation l'un l'autre pour être celui qui a les plus bons acrobates, les meilleurs acrobates, machin. Donc ils font plein d'essais sur scène, mais il se trouve qu'à ce moment-là, en France comme en Angleterre, il y a le principe des privilèges des théâtres, c'est-à-dire que seuls les théâtres ont le droit à la parole en scène. Donc, Philippe Astley et Charles Hughes se retrouvent extrêmement fréquemment en prison parce qu'ils parlent sur scène. Or, on n'a pas le droit de parler sur scène si on n'est pas reconnu en tant que théâtre. Donc, on a juste le droit de présenter les numéros quand on passe sur la scène. Et quand on est sur la scène, on ne peut pas. Or, le cirque est aussi un phénomène, un spectacle qui aime commenter l'actualité. Donc, en ayant cette interdiction de la parole, le cirque développe le langage du corps et particulièrement le clown. Le clown, même si ces figures comme le yester, le bouffon sont issues du théâtre élisabétain, se développe dans ses codes à partir du moment de cette interdiction de la parole. Et même si très rapidement, avant le tournant du 19e siècle, ces privilèges du théâtre sont abolis, le cirque garde la trace de cette interdiction de la parole et vous le verrez encore aujourd'hui, on a peu de spectacles avec des acrobates parlants. Alors, au fur et à mesure de batailles juridiques, Philippe Astley va finalement réussir à faire reconnaître son spectacle comme étant un théâtre équestre. Et donc, c'est le mot théâtre qui est important pour marquer l'autorisation de Philippe Astley à pouvoir avoir la parole sur scène. Mais bon, comme ça fait déjà à peu près 30 ans qu'ils développent leur spectacle et que les formes de clown notamment sont extrêmement populaires, ce n'est pas forcément la parole qui va vraiment se développer dans ces arts-là. N'empêche que le fait d'avoir l'appellation théâtre équestre va pouvoir permettre de mettre en place un système économique similaire au théâtre pour pouvoir survivre. Une première censure donc économique qui est à l'origine de ce spectacle, mais évidemment, c'est quand même la censure morale et religieuse qui est un peu au cœur des représentations et notamment de cirque. Alors, je vous rappelle que les gens de la scène sont excommuniés et ne peuvent recevoir l'extrême-onction que s'ils renient leur profession. Donc, souvent, ce sont des gens de mauvaise mœurs et particulièrement les femmes qui sont sur scène considérées comme des catins. Donc, évidemment, vous imaginez bien que les fans de cirque font souvent l'objet de censure ou d'autocensure. Je pense par exemple à la distinction que proposait hier Agathe Lesage entre les catégorisations conformes, magiciennes, sorcières et invisibles. Cette catégorisation qu'elle puisait dans les codes moraux et sociétaux du puritanisme anglo-saxon. Évidemment, le cirque est extrêmement
touchés par ce puritanisme et particulièrement toute la frange qui se développe aux États-Unis. Donc, au début, notamment aux États-Unis, le cirque est interdit aux femmes et aux enfants parce que le cirque est considéré comme étant un spectacle de mauvaise mœurs. Et donc, tout le principe des gens de cirque et notamment les équipes médiatiques des cirques, tout leur travail, ça va être de montrer à quel point les femmes de cirque ne sont pas ces magiciennes à la fois tentatrices mais tolérées, mais elles sont bien des femmes conformes. Et oui, ce sont des femmes de bonne famille, ce sont des mères de famille qui travaillent, qui sont au service de la famille par leur travail, qui, lorsqu'elles ne sont pas sur scène, sont en train soit d'exercer leur pratique, soit de s'occuper des enfants, soit de faire le ménage. Soit on a tout le temps des photos de femmes de famille en train de donner le pain aux enfants, en train d'être devant la caravane, pour bien montrer que les femmes de cirque sont des femmes de bonne mœurs. Vraiment, on a une sorte de matraquage médiatique des équipes médiatiques des cirques pour montrer que voilà, les femmes de cirque ne sont pas des catins. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que le cirque va devenir vraiment un divertissement populaire et familial. Alors, évidemment, on justifie le fait que parce qu'elles sont des femmes de bonne famille et des praticiennes physiques extrêmement endurcies, les tenues courtes sont justifiées pour la pratique et que, évidemment, ça n'a rien d'érotique. Bon, le jeu du dévoilement, etc., est toujours présent au cirque et donc forcément, on a toujours un petit peu de petit plaisir masculin à se dire que oui, les tenues courtes, évidemment, c'est pour la pratique, c'est pas du tout pour le plaisir visuel. Il y a des enfants en même temps dans le public. Donc oui, on n'est pas du tout sur cet érotisme-là. Bon, évidemment, on est un peu, mais on joue toujours sur cet aspect que le cirque est un espace pédagogique, une fenêtre sur le monde, et donc c'est évidemment un divertissement familial. Je dis ça parce que quand même, on a un exemple, c'est Noël Daniel dans son super livre de Circus qui a plein d'images d'archives, et notamment une qui date de 1906, qui montre un groupe d'acrobates féminines en jupe longue. Et donc, la notice de cette photo, c'est que dans leur quête de respectabilité, certains propriétaires de cirque affirmèrent que les artistes, tels que les sœurs Taibel ou les sœurs Grunato, gênés de se montrer en public dans des tenues trop moulantes, tenaient à faire leurs numéros dans de longues jupes en vogue à l'époque. Elles ne se soucient peu de ce genre de convenance et n'apprécient guère cette entrave à leur mouvement, si bien que cette mode passa rapidement. Mais on essaie quand même toujours bien de montrer, notamment à travers les femmes, qu'on est sur un lieu de respectabilité et que vraiment, donc la femme, c'est un peu l'emblème de cet espace de les gens de cirque sont des gens de bonne mœurs. J'insiste là-dessus tout simplement parce que vraiment le cirque, c'est l'emblème même des codes moraux qui encadrent les codes esthétiques du cirque. Le cirque, c'est le lieu de la transcendance de l'homme moderne. En fait, c'est les canons esthétiques qui sont défendus. Les hommes sont musclés, les femmes sont gracieuses, hein, l'homme de l'écuyère, l'homme c'est le dompteur. Donc voilà, on est vraiment sur des codes attendus et on remarquera aujourd'hui que ça n'a pas tout à fait changé. Voilà, donc on est vraiment comme ça sur des modèles de représentation. On est aussi particulièrement au XIXe siècle, au moment du colonialisme triomphant. Hein, donc forcément, le cirque, c'est le lieu de la domination de l'homme moderne sur la nature, donc sur lui-même. On peut voir un homme voler, mais aussi voilà, sur la nature en train de dompter les animaux, sur la technique parce qu'il utilise les vélos au moment où ça vient d'apparaître. Donc on est vraiment sur l'homme moderne triomphant. On aime bien marquer un petit peu ce triomphe du code moral. On a aussi des dompteuses, par exemple, et elles sont vues comme des femmes fatales parce qu'elles sont en train de dompter le fauve. Les dompteurs, eux, sont des conquérants dominants de la nature. Donc voilà, on est un peu vraiment toujours sur ce code moral qui est transcendé, mis en exergue à l'excès, mais toujours vraiment dans la valorisation de la norme. C'est vraiment le lieu de diffusion des idées dominantes. Et à titre d'exemple, parce que notamment dans les cirques américains, on a en plus du lieu de la tente spectacle, on a aussi le chapiteau des freaks, donc des phénomènes qu'on aime bien montrer. Alors, on est autant fasciné qu'on est écœuré, mais évidemment, on a l'homme le plus maigre du monde. Hein, oui, l'anorexie à l'époque, on ne connaît pas. On a la femme à barbe, on en a parlé
tout à l'heure, on a l'homme le plus grand du monde, la femme la plus petite du monde, etc., etc. Donc là, on va montrer, non pas sous couvert de voyeurisme, mais, enfin oui, sous couvert de voyeurisme, on va montrer un petit peu une pédagogie de les énergumènes de la nature. Et en fait, cette monstruosité, elle doit rester monstrueuse. On le voit particulièrement dans le film de Todd Browning, Freaks, qui est sorti en 1932. Alors, on parle du premier film d'horreur. Si vous le voyez, ça n'a absolument rien d'horrifique. Mais à l'époque, au moment de la diffusion, on a des gens qui s'enfuient de la salle, on a des évanouissements. En fait, on a une sorte de censure populaire autour de ce film. Et il faut 30 à 40 ans pour qu'il devienne un emblème au sein de la culture cinématographique. Parce qu'en fait, dans ce film, les monstres sont montrés comme humains et ce sont les humains normaux qui sont des monstres. Et donc, en fait, ce renversement ne convient pas du tout. Et donc, on a cette censure morale qui intervient et qui fait que ce film, pendant 30 à 40 ans, il est complètement oublié. Donc, vraiment, le cirque, on a droit à de la monstruosité, mais voilà, vraiment dans les cadres de représentation de cirque. Cette importance des codes sociaux de cirque sont encore visibles aujourd'hui. Parfois sous forme de censure, notamment dans les écoles professionnelles qui sont assez nombreuses aujourd'hui, on voit une forme de censure des pratiques par la sélection des corps. Alors, si vous vous intéressez un peu à la question, on a un hashtag Balance ton cirque qui est apparu depuis quelques années pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes faites dans les écoles. Si vous allez sur le Instagram de ce mouvement, vous avez des témoignages hyper précis des abus verbaux et physiques des professeurs sur les élèves. Ce sont des témoignages anonymes qui sont récoltés, et je vous en cite deux. Lorsque j'étais étudiante à l'école, on n'a pas cessé de me dire que je n'avais pas le physique pour faire de l'équilibre, que mes cuisses étaient trop grosses. L'autre, pour le spectacle de fin d'année de première année, le costume d'un garçon de ma promotion a été réalisé par un des professeurs. Au moment de l'essayage, il lui a dit qu'il lui avait fait un entrejambe serré. Comme ça, on voit bien sa poutre. Voilà, donc vraiment, je vous encourage à aller un petit peu feuilleter les témoignages qui sont assez violents, en fait, sur l'hypersexualisation des corps, encore aujourd'hui, à l'école. On est toujours sur de la référence hypersexuelle des corps de cirque aujourd'hui, alors que techniquement, on a plus ou moins dépassé, avec le nouveau cirque, ces représentations des corps. Alors, je passe sur d'autres exemples, un petit peu de censure qui a pu y avoir, mais typiquement, le collectif de femmes PDF a fait l'ouverture du Festival mondial du cirque de demain en 2019. L'une des scènes, elles ont les seins nus, elles ont refusé de se couvrir les seins pour cette scène parce que justement, l'enjeu, c'était d'avoir des seins nus, et elles n'ont finalement pas été retransmises à la télévision pour des raisons de technique et de styling. Donc voilà, elles ont été pour ça. Voilà, c'est le sentiment d'un certain nombre d'entre elles. Elles sont 18 sur scène, alors elles n'ont pas toutes le même avis, mais voilà, elles se sont senties quand même censurées dans leur proposition parce qu'elles avaient juste des seins nus. Et alors, de la même manière, quand j'étais en stage, je me suis retrouvée avec une compagnie de cirque qui crée un spectacle en extérieur en testant une scène de nu. Et donc, le lieu avec lequel je travaillais leur a demandé de ne pas faire cette scène de nu parce que ça choquait les habitants du quartier. Donc, on a encore une vraie problématique de l'hypersexualisation de la représentation des gens de cirque, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont musclés. Bon, alors évidemment, on a aussi une part très, très transgressive dans les corps de cirque. Les codes sociaux sont quand même toujours dépassés parce que le hors-norme est à la fois dans le dépassement dans une forme très héroïque, mais aussi dans la transgression des corps et des genres. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec la femme à barbe, mais on a aussi énormément de travestissement et de détournement des codes de genre dans les genres de cirque, notamment dû au corps qu'ils proposent. Les femmes sont très régulièrement extrêmement musclées. Et on a par exemple des images de femmes qui sont porteuses. Donc, quand on est à la base d'un porté acrobatique, on est porteur. Et on a des images, par exemple, de la femme Hercule allemande Cathy Sandina, qui, je cite, pouvait lancer son mari dans les airs comme un biscuit. Donc, même s'il y a une érotisation et une héroïsation de ces corps surhumains, on a aussi la possibilité, par cette surhumanité, de transgresser les codes de genre pour aller ailleurs. Alors, il y a évidemment ceux qui sont exposés comme phénomène, souvent les femmes à barbe, mais on a aussi les artistes qui se permettent cette transgression sur scène. Et je vous conseille à ce sujet de lire l'article de Thomas Sepitelli qui parle de Barbette, un artiste de cirque au prisme des études de genre. En fait, Barbette, c'était une trapéziste.
Barbette s'assume complètement en tant qu'homme en dehors de la scène, mais tout son numéro de trapèze repose sur le frottement des genres entre masculin et féminin. Et donc Thomas Sepitelli nous fait quelques extraits des critiques de l'époque qui sont soit assez fascinés par le fait de s'être fait duper par le genre de l'artiste, et ceux qui sont absolument complètement dégoûtés par cette transgression. Voilà. Mais alors, on l'a vu tout au long de ce colloque, la question de la censure des corps est souvent attrait à la question du genre. Cependant, on sait qu'on a aussi toute une transgression des codes sociaux sous couvert d'un certain personnage sympathique, le clown. Le clown, c'est le personnage, je finis rapidement, le clown, c'est la figure même de la transgression des codes sociaux. Parce qu'en fait, le clown, le propre du clown, c'est de rater, c'est d'essayer de faire comme, c'est d'essayer de rentrer dans les codes, mais toujours d'échouer. Alors, typiquement, dans les duos de clowns, on a le clown blanc, qui est pompeux, qui est snob, qui porte un costume brillant, qui représente en quelque sorte le maître. Et de l'autre côté, on a l'Auguste, le bouffon en guenilles avec son nez rouge, qui tente toujours de faire comme. Et donc, ces deux-là sont des commentateurs des rapports sociaux et des codes sociaux par l'excès. Et on peut penser par exemple au duo Foutit et Chocolat, qui transgresse en fait complètement le rapport de colon-colonisé avec par exemple leur scène emblématique de la comédie des bouffes, où c'est Chocolat qui finit par mettre des claques à Foutit. Donc voilà, pour conclure et pour résumer, l'histoire du cirque jusqu'à aujourd'hui est construite socialement et artistiquement sur des rapports aux normes et à leur transgression. Mais cette transgression, elle n'est possible que parce qu'elle est contenue dans un espace précis et souvent éphémère dans le cas du chapiteau. On accepte cette transgression parce que le lendemain, le chapiteau est parti. Donc, tout comme le renversement carnavalesque, on en a parlé tout à l'heure, le cirque opère une transgression cathartique qui permet d'établir les codes du correct par leur transgression sur scène. Le cirque, c'est l'espace de la transgression des codes autant que l'espace de définition de l'acceptable. Et c'est pourquoi les mécanismes de censure au cirque, même si elles sont originellement économiques, sont finalement encore toujours des mécanismes de censure morale qui n'acceptent les débordements en fait que dans le cadre précis de la représentation de cirque. Seul le clown a le droit d'être transgressif et malgré des propositions artistiques qui jouent sur le genre, la transgression n'est jamais faite que sur la piste et pas en dehors. Je vous remercie.